Encore une fois de plus, bonsoir chers compatriotes, camarades frères. Je suis Monsieur Caleb et je suis avec mon grand frère Monsieur Billy. Pour ce deuxième thème, nous allons parler de la diaspora, notamment comment capter le potentiel économique, social et intellectuel de la diaspora. L'objectif serait de savoir est-ce que la diaspora a un rôle à jouer dans le processus de développement économique et social de notre pays? Si oui, quels sont ses rôles? Et comment nous pouvons attirer, comment nous pouvons leur donner l'opportunité de participer à ce grand processus de développement national. Encore une fois de plus, M. Billy, nous avons nos bics, nos cahiers de notes et nous sommes accrochés à vos lèvres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très ravi d'être dans le second podcast. Je pense que c'est un sujet assez intéressant parce qu'aujourd'hui, pour un pays comme la République de Guinée, il faut être stratégique et intelligent afin de pouvoir capter le potentiel réel de notre diaspora. Parce que c'est quelque chose d'assez essentiel qui pourrait justement redynamiser notre développement et accélérer notre développement. Pour aller très vite sur le sujet, déjà, il faut retenir que la diaspora guinéenne représente l'élite de notre nation. Ce sont des gens qui ont la double culture. Ils ont la culture guinéenne, ils ont la culture occidentale. Ce sont des gens qui ont étudié parfois dans les meilleures universités. Voilà, donc ils ont connu un autre système éducatif plus exigeant et plus rigoureux. Et ce sont aussi des gens qui ont eu la possibilité d'avoir l'expérience professionnelle ailleurs. Donc, en matière d'espionnage industriel, en matière d'espionnage, par exemple, d'expertise, tout ce qu'on veut, ce sont des personnes qui ont eu la possibilité de connaître certains secrets là-bas. Parce qu'ils ont travaillé au compte de multinationales, ils ont travaillé dans des industries là-bas, donc ils connaissent comment ça se passe. Et comme je le dis, ils ont la double culture. Ils connaissent comment ça se passe chez les autres. Et on ne peut pas avoir ce type de potentiel-là aujourd'hui et ne pas l'exploiter. Et je trouve que la Guinée exploite très peu sa diaspora. Alors que c'est une diaspora qui est prête à revenir, investir, développer, bâtir des projets, mais qui se retrouve parfois dans la peur. La peur de se dire que si je laisse tout le privilège que j'ai ici, par exemple en France, retourner en République de Guinée, dire que je vais investir, si ça ne marchait pas, comment je vais faire? L'écosystème n'est pas bien protégé. Parce qu'il a grandi dans un écosystème où tout est bien fait, tout est protégé, tout est en norme, tout est en règle. Mais il va se poser la question de se dire que si je vais en Guinée, l'écosystème n'est pas tant que ça. Comment je m'en sors? Est-ce que la situation peut aller de l'avant? Donc, il reste confronté un peu à ces questions. Parfois, il reste indécis. Certains, par contre, vont prendre la décision de revenir, vont être déçus et vont décider de repartir. Certains vont venir également, ça va marcher, ils vont décider de rester. Certains vont faire aussi la navette entre les deux. Donc, ça va dans tous les sens. Mais tout ça, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas un programme clair les permettant de pouvoir venir investir en toute sécurité. Ça, c'est la réalité des faits. Aujourd'hui, quand on veut parler du potentiel même de notre diaspora, c'est sous plusieurs axes. Il y a le potentiel économique, c'est-à-dire l'argent, et ensuite il y a le potentiel intellectuel, l'expertise qu'ils peuvent avoir. De l'autre côté aussi, il y a le potentiel culturel, social, ce qu'ils peuvent apporter réellement à notre nation en termes de culture. En termes de changement de paradigme. En termes de changement de paradigme, c'est des gens qui peuvent apporter énormément. Aujourd'hui, par exemple, prenons le potentiel économique. Dans les mines, par exemple, avec la loi sur le contenu local, on te donne un marché, on te demande d'envoyer 50 camions. La diaspora peut se réunir pour trouver les 50 camions. On a vu le cas au Burkina Faso dernièrement. Ils ont créé un fonds et la diaspora a commencé à contribuer. C'est vrai que les nationaux aussi étaient dedans, mais cet argent a permis de lancer une industrie. Imaginons la force de ce que ça peut faire si nous arrivons à mettre ensemble nos diasporas pour qu'ils viennent investir ici. Parce que lorsque tu vas dire tout de suite qu'on a besoin d'1 million de dollars, 1 million de dollars, tu prends par exemple, tu mets sur une dizaine de personnes. Les diasporas, ils n'ont pas de problème à pouvoir mobiliser 10 000 dollars par personne. Contrairement par exemple à des jeunes d'ici, ça peut sembler être quelque chose d'un peu plus costaud pour eux. Mais alors que eux, de leur côté, c'est quelque chose qu'ils peuvent quand même pouvoir gérer. Donc, c'est des gens économiquement, s'ils se mettent ensemble, ils sont très forts. Mais Billy, écoute, de l'autre côté, moi, je reçois souvent des messages, des appels de nos confrères qui sont
justement de la diaspora, mais le constat est très amer parce qu'ils ont eu des expériences très négatives avec la population guinéenne. Donc, oui, bien sûr, c'est de ça qu'on est en train justement de parler. Les conditions ne sont pas totalement réunies encore. Ok. Qu'est-ce qu'il faut Justement, on en vient. Parce que comme je prenais l'exemple aujourd'hui, ils décident de se mettre ensemble. Ils vont pouvoir acheter justement, par exemple, ces 50 camions. Et ils vont rentrer dans le domaine minier, ils vont produire du chiffre, ils vont gagner de l'argent. C'est ça la réalité de leur force derrière. Okay. S'ils se mettent ensemble, ils peuvent faire quelque chose d'extraordinaire que certains ici. Mais oui, je suis d'accord, quand on se met ensemble et qu'on décide d'investir autant d'argent, il faut que ce soit dans un cadre réglementaire pour nous permettre de ne pas perdre notre argent. Exactement. Les difficultés, oui, on est d'accord, ça peut arriver, mais est-ce qu'au moins on aura le retour d'investissement par rapport à ce qu'on a mis dedans? Ça, c'est une question fondamentale. Moi, je pense que ce qu'il faut déjà faire en première position, c'est parce que le cadre même d'investissement en République de Guinée n'est pas réglé. Okay. Pour les nationaux que pour la diaspora. Okay. Donc la diaspora reste exclusivement déjà derrière par rapport à ça. Parce que si ceux qui sont là même ne sont pas pris en charge, imagine ceux qui sont hors du pays. Donc le cadre réglementaire n'est pas défini. La question vraiment de sécurité n'est pas définie. Parce que même, il n'y a pas que seulement, la déception créée par la population, leurs proches et autres. Il y a la déception de l'instabilité politique. Ah oui, oui. Tu décides de venir investir, il y a une grève, on vient, on casse ta boutique. Oui, est-ce que c'est pas pour te couper? Il y a un partenaire de la Suisse qui m'a dit clairement, il dit Caleb, écoute, créez une stabilité politique et on vous garantit un financement énorme. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça fait? Il dit oui, exactement. Bien sûr, parce que même aujourd'hui, lorsque vous faites des levées de fonds à l'international, vous finissez de valider tous les process. J'ai dit bien tous les process. À partir des risques, l'analyse des risques, on dit instabilité politique. Ah oui. Toi, tu n'es pas bien placé pour répondre à l'instabilité politique. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai. Tu n'es pas dans le gouvernement, tu n'es pas le président. Tu ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas d'instabilité politique. Rien dire. C'est au-delà de toi. Tu n'es rien, quoi, en fait. Tu n'es rien. Tu ne peux pas garantir. Donc, quand tu arrives là-bas, à ce niveau-là, la diaspora, ils vont te dire, bon, vraiment, ton projet est intéressant, on voulait s'associer à toi, mais à cause... Tu es dans le mauvais pays. Tu es dans le mauvais pays, on ne peut pas en fait t'accompagner. Surtout que quand on est en période électorale, quand il y a des tensions politiques et tout ce qui va avec, on sait comment ça se passe. Il y a toujours des répercussions sur les affaires. Donc aujourd'hui, les diasporas, ils connaissent cela. Donc c'est un frein. Donc il n'y a pas que seulement les escroqueries qui se passent par-ci et par-là, mais il y a aussi l'instabilité politique, il y a l'instabilité sociale aussi qui se pose. Mais derrière aussi, il y a le manque de sécurité. Tu décides de venir investir dans l'agriculture, le matin, tu te lèves, ils ont brûlé ton champ. Il y a toutes ces choses-là. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord même que notre pays même soit régulé en matière de sécurité, en matière de politique, en matière bien sûr d'économie. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de base pour permettre à la diaspora de venir. Donc si aujourd'hui on veut vraiment capter le potentiel économique de la diaspora, créons d'abord un cadre juridique les permettant d'être en confiance. Qu'ils se disent que de la même possibilité que je suis en confiance ici, si je vais en Guinée, j'aurai les mêmes choses. Même si ce n'est pas totalement, mais j'aurai quand même. Mais de l'autre côté, il faut profiter aussi de dire à la diaspora que si eux, ils ne prennent pas le devant, venir investir dans ces périodes instables, afin de créer l'engouement autour de la République, pour pousser l'État à créer justement ce cadre réglementaire, qui le fera? Pensez-vous que c'est le bon moment? Avec le bon moment. Ces projets qui naissent, c'est le bon moment. Il y a avec pas... ces initiatives, pensez-vous que c'est le bon moment? Je rappelle qu'on est sur le dernier bijou de la Guinée. Wow. Le dernier bijou, c'est Simandou, c'est le fer. Tout le reste, c'est en exploitation. Ça finira. Ah oui, c'est clair. Ça finira. Donc, c'est le dernier bijou. Il n'y a pas un moment pour investir en Guinée à part maintenant. Wow. Et c'est maintenant aussi qu'il faut massivement investir dans les terres. Parce qu'aujourd'hui, d'autres communautés solaires sont en train d'acheter. Je rappelle que 30% des terres arables en Guinée ne nous appartiennent pas. C'est clair. Donc, ça veut dire que c'est le moment de venir investir. C'est le moment de grandes industrialisations. J'ai envie de poser une question bizarre. Ça appartient à qui? Ça appartient à qui les 30%? Ah bon, il faut éviter d'indexer les gens comme ça. C'est toute une communauté appelée, c'est une communauté avec qui on travaille beaucoup. Alors il faut éviter de les indexer. Mais la nature a horreur du vide. Ah ouais, c'est clair, oui. Si on n'investit pas, ils vont investir. Ils ont tout à fait le droit. Voilà, et d'ailleurs, ils ont commencé déjà à épouser nos sœurs. Ah, grand. Ils ont commencé déjà à épouser nos sœurs. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont sédentarisés à la République de Guinée. Donc, il y a tous ces éléments là-dedans. Donc, pour vraiment capter le potentiel économique de notre diaspora, surtout en termes d'investissement de capitaux,
il faut les rassurer. Okay. Il faut les rassurer qu'en Guinée, vous pouvez investir comme ça, comme ça, comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand il y a toutes ces instabilités, pour nous qui arrivons à créer des entreprises, il faut qu'on soit capable de les structurer, de s'organiser, de dépasser les difficultés pour les rassurer à nous faire confiance et devenir actionnaires dans nos entreprises. Okay. Parce qu'ils ont une capacité quand même de pouvoir accélérer directement. Parce qu'une fois que ces capitaux captés là, ça peut aussi permettre de pouvoir accélérer nos activités. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer seul. Donc, si le frère de la diaspora peut nous aider à pouvoir être compétitifs ici, à pouvoir rapporter de gros marchés, à pouvoir investir, créer des industries, il faut le faire avec eux. Il faut le faire avec eux. Moi, quotidiennement, je parle avec des gens de la diaspora. On parle investissement, on parle projet, on parle possibilité de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on reste en marche. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore bien en place ce qu'on aimerait qu'on ne doit pas le faire. Il faut justement continuer à faire confiance au pays progressivement jusqu'à ce que les gouvernants eux-mêmes se disent bon, je pense qu'il faut réguler le cadre parce que là, ils viennent beaucoup. Ils sont en train de faire le Back to Africa. Et donc, obligatoirement, il faudrait que nous mettons en place tout ce qu'il faut pour que leur retour soit quand même un peu plaisant. Ok. Donc, excusez, je rappelle que je suis le directeur général d'Everest. Donc, si vous pouvez, par exemple, conseiller aux gens de la diaspora à s'intéresser à une entreprise, quelles sont quelques entreprises que vous pouvez justement recommander aux gens de la diaspora? Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qu'on peut recommander qui font un excellent travail. S'il faut commencer par les aînés, il y a Gecko Press, il y a BGEC, voilà, qui sont de grandes entreprises aujourd'hui et qui ont besoin quand même de capitaux, qui ont besoin d'investissements parce qu'ils sont dans le BTP, ils gèrent beaucoup de marchés publics ici. Donc, ils peuvent participer au développement de ces entreprises. Lorsqu'on commence maintenant à venir un peu sous les entreprises qui ont commencé peut-être en 2010 et autres, là, il y a par exemple des GPC qui sont en train de grandir aujourd'hui. GPC vient de lancer dernièrement sa filiale immobilière à travers une levée de fonds de 10 millions de dollars qu'ils ont fait avec un fonds et puis NCA Bank et tout. Voilà. Donc, ce sont des projets dans lesquels il faut aussi penser à investir. Voilà. Il y a aussi des entreprises comme IBS, voilà, présentes dans tout ce qui est équipement, mine et tout ce qui va avec et tout. Il y a aussi des entreprises comme Everest, voilà, qui sont aussi dans le domaine des mines. Pourquoi on n'a pas commencé par Everest? Qui ont besoin d'équipements. J'ai commencé par les aînés en descendant au fur et à mesure. Voilà, qui ont besoin des équipements et tout. Il y a aussi des entreprises comme SACOM dans la communication, voilà, avec Mme Salematou, qu'on peut bien accompagner aussi. Il y a aussi les startups. À part maintenant, il y a la CGE aussi. Il y a les startups. Voilà, il y a aussi la CGE et tout ce qu'il y a. Mais il y a aussi les startups. Les jeunes Guinéens sont brillants. Aujourd'hui, ils développent des applications, des logiciels. Ils ont besoin d'argent pour avancer. Chaque jour, moi, je reçois des jeunes qui ont besoin d'argent pour pouvoir développer en fait leur idée de start-up. Je vois des projets, j'ai l'impression d'être à la Silicon Valley, mais alors que je suis en Guinée. Ils ont besoin d'argent. Donc, la diaspora peut justement investir dans ces projets-là. Donc, voilà un peu de milliers de projets qui existent. Mais eux-mêmes aussi peuvent venir créer leur entreprise. Bien sûr. Aussi développer, eux-mêmes peuvent décider de venir investir dans l'agriculture, investir dans les mines, investir dans l'immobilier, même aussi peuvent décider de rentrer le faire. Super, donc, merci. Allons directement sur comment capter le potentiel intellectuel et social. Le capital intellectuel reste énormément fondamental pour moi parce qu'aujourd'hui, on a besoin de compétences. S'il y a quelque chose qu'il faut davantage cultiver en République de Guinée, c'est accepter, mettre les gens à leur place. Des gens compétents, des gens qui maîtrisent. Il faut qu'on sorte un peu de cet esprit où on place les gens par affinité, par réseau. Ça va, c'est vrai que le réseau, c'est bon à un moment donné, mais il faut accepter de mettre les gens à leur place, des gens capables de pouvoir apporter quelque chose. Et justement, notre diaspora a fait de très longues études. C'est des gens qui sont des masterants, des doctorants, ce sont des gens qui ont de l'expérience dans des multinationales, des industries. Ça peut apporter à notre pays. Certains même peuvent apporter énormément à l'administration publique. Il faut accepter qu'ils reviennent prendre les places qu'ils méritent en fait, parce qu'ils sont allés étudier pour ça. Ce sont des gens qui ont quitté ici sans rien, ils sont allés investir sur eux-mêmes là-bas en Europe. Donc, s'ils ont la possibilité de revenir, qu'ils reviennent en fait pour pouvoir servir. Et même dans nos entreprises, il faut qu'on soit capable de les recruter pour leur donner des postes stratégiques, directeur financier, directeur juridique, directeur marketing, commercial et tout ce qui va avec. Ça va énormément aider. Aujourd'hui, j'ai une place extrêmement importante dans le développement de l'expertise nationale. Regardez, vous mettez en place une entreprise, il y a des process que vous ne pouvez pas maîtriser parce que vous êtes là. Vous prenez un gars comme ça qui maîtrise tous ces process avec l'expérience et tout. Il vous fait du x2 sur votre chiffre d'affaires parce qu'il va apporter en fait de nouvelles idées d'intégration économique que vous n'aviez pas auparavant. Et ça, c'est un facteur excessivement important.
Donc, il faut qu'on appuie véritablement notre diaspora. Et pour les appuyer sur le côté intellectuel, il faut les appeler. Ouais. Il faut les demander de venir et tout. Et beaucoup, ils sont d'ailleurs prêts à revenir. Ouais. Pas forcément avec les mêmes salaires qu'au niveau de l'Occident. Ils sont prêts à prendre le minimum qu'il faut, tant que ça les permet de bien se poser et tout ce qui va avec. Ils sont prêts à revenir. Et ça, on a besoin d'eux. Moi, j'ai toujours dit, le vrai capital de notre nation, ce n'est pas les mines. Ah ouais. Le vrai capital de notre nation, ce n'est pas les ressources naturelles. Le vrai capital de notre nation, c'est le capital humain. Yeah. C'est ça qu'on doit mettre en valeur, c'est ça qu'on doit honorer. Si on met en valeur le capital humain, on va véritablement s'en sortir. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le côté intellectuel. Pour terminer avec le côté social. Ce qu'on peut dire véritablement là-dessus, côté social, le côté culturel, ce sont des gens qui ont appris un savoir-vivre, qui ont une mentalité parfois un peu plus élevée. Ouais. Donc, lorsque nous acceptons les écouter leurs conseils, ils peuvent nous orienter, ils peuvent nous guider. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les deux cultures. Ils ont la possibilité de savoir, par exemple, que aujourd'hui, sous d'autres cieux, les gens sont, par exemple, à tel niveau de développement. Voici ce à quoi ils sont en train de penser. Pourquoi nous, si on ne penserait pas faire aussi? Il n'y a pas de honte ou d'ego à accepter que quelqu'un est allé sous d'autres cieux, a appris des choses que nous ne connaissons pas. Tu es allé en Chine, tu es revenu, moi je ne suis pas parti en Chine. Tu m'as appris des choses que je ne connaissais pas de la Chine. Tu dis, voici comment il fonctionne là-bas. Ce sont des choses, j'ai dit tout de suite, il faut les intégrer dans notre façon de faire. Quelqu'un se déplace, il va aux États-Unis, il apprend des choses, il revient. Mais il faut avoir l'humilité d'accepter qu'il connaît que toi. C'est clair. Et ça, on a besoin justement de cette culture fusionnelle pour pouvoir en fait créer une base solide. Donc notre diaspora reste extrêmement important aujourd'hui. Le meilleur conseil même que je peux donner à la diaspora, je ne sais pas si c'est ici la caméra, le meilleur conseil que je peux donner à la diaspora aujourd'hui, c'est qu'ils acceptent de faire confiance à leur pays, préparer leur retour au pays, venir investir. C'est dur, c'est compliqué, mais qu'ils reviennent investir véritablement. Parce que leur pays a besoin d'eux. S'ils ne viennent pas investir, personne ne le fera. La Chine a fait la même chose. Ils sont partis en masse aux États-Unis. L'Inde a fait la même chose. Ils sont partis en masse aux États-Unis, en France. Ils sont allés étudier en Angleterre, au Royaume-Uni, tout ce que vous voulez. Ils ont étudié. Ils ont tout appris, ils ont travaillé, mais après ils sont rentrés chez eux. Et ils ont directement créé tout ce que ils ont vu dans d'autres pays. Aujourd'hui aussi, l'Afrique doit faire la même chose. Il y a eu la révolution chinoise. Aujourd'hui, ils sont pratiquement première puissance mondiale. On est dans la révolution indienne. Aujourd'hui, l'Inde est en train d'aller à un niveau extraordinaire. On est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. C'est le tour de l'Afrique. Mais ça ne se fera pas sans la diaspora. Wow. Ça ne se fera pas sans la diaspora. Il a dit quelque chose qui m'a retenu. La plus grande ressource que nous avons dans notre pays, ce n'est pas les mines, ce n'est pas les ressources du sous-sol, mais c'est le capital humain. C'est la ressource humaine. Et on n'est pas tellement nombreux qu'il est plus que temps qu'on se réunisse, qu'on mette ensemble tous ces potentiels-là dans le but de bâtir notre mère, la Guinée. C'est un empire. À la veille de la poussée impérialiste, l'Afrique n'avait rien à envier à l'Europe. Tout à fait. La Guinée n'avait rien à envier à l'Europe. Absolument pas. La Guinée était au même niveau que la Chine aux années 1960, juste après l'indépendance. On était au même niveau, grand frère. Mais c'est étonnant de voir la Chine comme ça et de voir la Guinée comme ça. Quelqu'un va dire que non, c'est parce que la Chine, ils sont nombreux. C'est d'ailleurs plus difficile pour des gens qui sont nombreux. C'est d'ailleurs plus difficile pour des gens qui sont nombreux. Donc, c'est plus difficile. Maximisons nos efforts. On peut le faire. Faisons-le pour notre pays. Faisons-le par esprit de patriotisme. Faisons-le pour la prochaine génération. Battons-nous pour que la grandeur que la Guinée avait avant, que l'empire qu'était la Guinée avant puisse revenir. Et nous pouvons le faire. C'était tout pour ce deuxième thème. Merci beaucoup, M. Billy. Je vous en prie. Nous espérons te recevoir prochainement, très prochainement. J'espère en tout cas. Pas brutalement cette fois-ci. J'espère peut-être que là, on profitera à parler de politique. Ça sera à eux de décider. Mettez en commentaire quel est le prochain thème que vous voulez qu'on débatte avec M. Billy. Si vous avez aussi d'autres personnalités publiques, nous savons qu'il n'est pas le seul. Notre pays est rempli de talents, de cerveaux. Moi, je les appelle des gens illuminés. Si vous avez des personnes que vous pouvez taguer, mettez en commentaire. Je vais rentrer en contact avec eux. Nous allons voir comment nous pouvons encore bénéficier de leur expertise, de leur intelligence et de leur savoir-faire. C'était votre camarade frère, M. Caleb.